Né le 1er janvier 1972 à Niabaragayo, sous-préfecture de Djibiroua, Charles Blé Goudé est devenu aujourd'hui une figure emblématique et incontournable de la lutte de libération que mène son pays, la Côte d'Ivoire. Pour la première fois, Charles Blé Goudé a cœur ouvert. Charles, que te rappelle cette place où nous sommes? Qu'est-ce qu'elle te rappelle? Mais cette place, jusqu'avant 2002, c'était la place de la République. Nous appelons maintenant cette place la place de la Résistance. Parce que c'est d'ici que tout est parti. Le 2 octobre 2002, c'est ici que l'Alliance de la jeunesse pour le succès national a lancé un appel à la résistance. La résistance au menu face aux armes que brandissaient les rebelles. Toutes les organisations de la société civile, syndicats des médecins, syndicats d'ouvriers, les femmes patriotes, les jeunes patriotes, tout parti pour tout le monde confondu, tout le monde avait répondu à notre appel ici, à cette place-là. Et c'est d'ici que tout est parti. Donc, mais je ne savais pas que cette place était aussi merveilleuse parce que... quand tu l'avais envahi? Oui, quand on avait envahi ici, mais je ne savais même pas qu'il y avait un trou là. Je ne savais même pas, alors que... Tu étais dans quel état alors? Si tu ne te souviens pas que... Non, mais moi j'étais très loin là. Vous voyez, tout ça c'était une marée humaine. Il y en a même qui montaient jusque là. Donc, je ne voyais pas tout cet espace vide. Donc, c'est pourquoi. Parce que c'est par là-bas qu'on plaçait le podium. Oui. Et puis, vous savez, de par là, même toute cette rue-là, que vous voyez là, c'était bondé de monde. Même les deux ponts, le pont par-ci, le pont par l'autre côté là-bas, jusque des bus là, tout cela était bondé de monde, donc on ne pouvait pas voir. Oui, mais tu pouvais choisir un autre lieu. Pourquoi forcément ce lieu-là que tu as choisi? Mais ça, c'était, je vous dis que c'était la place de la République. Et l'objectif était de défendre les institutions de la République, les lois de la République, la constitution ivoirienne, la démocratie. Donc nous avons choisi, il n'y avait pas de place qui pouvait être mieux que cette place de la République. C'est pourquoi nous avons choisi ici. Donc c'est en sorte un symbole? C'est un symbole. Ici est un symbole, le symbole de la résistance au menu, contrairement à ce qu'on veut faire croire. C'est ici que nous avons eu le premier meeting du 2 octobre 2002, et quand les médias français ont tenté de faire croire que nous n'étions pas nombreux, nous avons récidivé un mois plus tard, c'est-à-dire le 2 novembre 2002, ensuite le 2 décembre 2002, et puis le 18 janvier 2003, et puis après le 1er février 2003 contre Marco 6, contre les accords de Marco 6. Et donc voilà, c'est une place symbole. Là encore, on a voulu faire croire que c'était un effet de mode, mais nous avons célébré ici à 2 reprises l'anniversaire de cet événement. Quels sont les gens que tu appelles à tes manifestations souvent? Mais notre génération a fini cette histoire d'ethnie, de religion. C'est une génération qui veut qu'on tienne compte d'elle dans les prises de décision qui concernent son avenir. Quand on parle de démocratie, il n'y a pas de démocratie pour les Bété, il n'y a pas de démocratie pour les Agnis ni pour les Djoula. Vous comprenez, il n'y a pas de Côte d'Ivoire pour les Bété ni pour les Djoula. Vous savez, c'est une vieille manière de voir les choses. Non, ceux qui viennent ici, ils sont d'ethnies diverses, ils sont de régions diverses, ils sont des religions diverses. En tout cas, c'est tous les Ivoiriens. Ce n'est même pas des jeunes seulement. Ce qui fait que maintenant, on ne parle plus en termes de jeunes patriotes en Côte d'Ivoire, on parle en termes de patriotes. C'est-à-dire, il y a des enfants, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des adultes, il y a des fonctionnaires, mais tout rang social, nous nous trouvons ici. Vous comprenez? Donc, je comprends, de loin, les gens ont une mauvaise lecture. En fonction des informations qu'ils ont emmagasinées sur les médias français, qui pour nous sont des médias en mission pour édulcorer notre lutte. Mais je voulais dire que non, ce n'est pas juste. Ceux qui viennent ici sont de différents partis politiques, de différentes associations, de différentes ethnies, mais de partout. Quand vous prenez même la liste des victimes de la licorne, la force française qui est en Côte d'Ivoire, qui a tué et blessé nos amis, quand vous voyez la liste, c'est de toute ethnie. Cette liste-là seule suffit pour vous dire que c'est les Ivoiriens de tous ordres. Mais est-ce que tu as souvent conscience que quand tu lances les mots d'ordre comme ça, de mobilisation, tu empêches l'économie de ton pays de tenir la route?
Est-ce que tu en as conscience? Quand on lance un mot d'ordre, je vais dire d'une marche par exemple, à ce lieu précis, c'est un lieu précis, c'est un lieu indiqué, c'est un lieu, je veux dire, unique. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas tout Abidjan. Tout le monde vient ici et puis les quartiers sont libres. Et quand on finit, on commence à 1h H et puis après, les gens vont à la maison. Vous comprenez? On ne bloque pas les rues à travers tout Abidjan. Il y a eu des manifestations comme ça spontanées. Oui, mais quand tu appelles les gens, tu disais tantôt qu'il y a des fonctionnaires, il y a des adultes. Mais quand les fonctionnaires nous rejoignent à midi et ils repartent à 14h30. Mais en général, nos manifestations finissent vers 14h30. Vous comprenez? Donc, ça n'a jamais posé un problème. Mais surtout, quand l'économie est bloquée pendant un jour, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mais je comprends qu'il y en a qui ont toujours peur et autres, mais on essaie de les rassurer. On essaie de faire des cordons de sécurité devant les magasins, devant les commerces, et pour ne pas, parce qu'il y a toujours des esprits malins. Il faut éviter tout cela. Alors, quand c'est fini, chacun rentre chez lui, chacun va au travail. Et puis, ce que je voulais surtout ajouter, c'est que l'objectif, c'est que nous manifestons pour que l'économie marche. Parce que pour que l'économie marche bien et très bien, il faut que la guerre s'arrête. Il faut que la guerre cesse. Il faut que la Côte d'Ivoire retrouve l'entièreté de son territoire. Ici, à cette même place, lorsque tu avais lancé ton mot d'ordre de mobilisation massive, c'est ici que tu as prononcé la fameuse phrase « À chaque Ivoirien son français ». Je n'ai jamais prononcé cette phrase, ni ici, ni ailleurs. Et je mets quiconque au défi de me le prouver. Et pour me le prouver, c'est simple. Soit c'est une bande sonore, soit c'est une bande visuelle. Mais vous savez, c'est là l'occasion, et je vous remercie de me poser cette question. C'est là l'occasion de démontrer que les médias français sont en mission en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais prononcé une telle phrase. Mais comment, selon toi, comment cette phrase est sortie comme ça du néant? C'est pas possible. Mais il faut le demander à ceux qui en font la promotion. Ceux qui m'accusent d'avoir prononcé cette phrase, il faut les approcher, il faut leur demander pourquoi ils m'accusent d'avoir prononcé une telle phrase que je n'ai d'ailleurs jamais prononcée. Je ne me reconnais pas dans cette phrase et puis je suis assez lucide. Je ne peux jamais prononcer une telle phrase parce que notre combat, ce n'est pas contre les Français. Le président français et les autorités actuelles en France veulent faire croire que les Français en Côte d'Ivoire sont en danger en utilisant de telles phrases. Je n'ai jamais prononcé une telle phrase. Voilà, parce que pour nous, nous faisons la différence nette entre les autorités françaises, entre l'armée française qui tue en Côte d'Ivoire, nous faisons la différence entre cette armée-là et puis la population française vivant ici. En 2004, c'est quand tu as lancé le mouvement, ou du moins c'est quand ça coïncidait avec le départ précipité des Français, que les gens, ils ont cru entendre que tu lançais ce mot d'ordre-là pour que chaque Ivoirien récupère chaque Français. Non. Il faudrait mais que quand chaque Ivoirien récupère chaque Français, c'est pour atteindre quel objectif? Je pense que ça ne règle pas le problème. Le problème ne se trouve pas entre individus, entre population ivoirienne et population française. Et je ne suis même pas sûr que la population française épouse la manière coloniale dont le président français et son équipe gèrent la crise ivoirienne. Donc je ne peux pas commettre cette erreur. Je veux dire simplement que pour nous, le problème est aujourd'hui un problème que le président français considère comme un problème d'orgueil, un problème d'honneur pour lui, faisant fi de la souffrance du peuple ivoirien depuis près de 4 ans. Donc il faut que les gens se le tiennent pour dire on a voulu nous diaboliser pour rien. Mais comme c'est de Blé Goudé qu'on parle, qui a prononcé une telle phrase, j'ai dit que je les mets au défi. Si dans une seule de mes interviews, dans un seul de mes meetings et de mes déclarations publiques, une telle phrase sort, je démissionne de la tête de l'Alliance des jeunes patriotes. Alors, quelle a été ta réaction de voir tous ces Français qui, certains sont nés ici, d'autres y ont leur bien, de les voir de manière précipitée quitter le territoire? Mais je me suis dit, voilà où conduit la bêtise humaine. Voilà où conduit l'entêtement. Ces pauvres Français qui sont nés ici, qui ont tout ici, qui ont l'environnement ici. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de matériel. Il y en a même qui se sentent même beaucoup plus ivoiriens que français.
Et on les forçait même de partir. Beaucoup d'entre eux ont résisté, mais on partait les chercher. L'armée française parlait les chercher à leur domicile pour les obliger à partir. Nous avons des amis qui ont refusé de partir et qui existent sur nos images, qui sont restés avec nous. Le président Chirac s'entête et il est en train de gâcher des rapports entre deux pays. Il faut que les Français s'élèvent et qu'ils s'interrogent. Mais qui sont ces jeunes gens dont on dit être armés et ceux qui ont tiré et qui ne réagissent jamais? Parce que quand quelqu'un est armé et qu'on tire sur lui, en principe, il doit réagir. On dit de nous que nous sommes armés, on nous tue, on nous blesse, mais jamais on a dit que lors d'un meeting, lors d'un affrontement entre armée française et jeunes patriotes, il y a eu par exemple 10 blessés dans le camp des patriotes et 2 blessés dans le camp de l'armée française. Jamais. Les fusils ne sont pas des montres qu'on porte au bracelet, ce ne sont pas des chaînes qu'on met au cou, ce ne sont pas des bagues qu'on met dans les doigts. Je veux dire, ce ne sont pas des objets d'or, des objets d'art. C'est pour être utilisé. Mais ce n'est pas notre philosophie. Tu n'as jamais utilisé? Non, mais même avec... Dans ton groupe, on n'a jamais trouvé d'armes? Mais jamais. Même mes gars de corps le savent. Ceux avec qui je n'aime pas qu'on m'approche avec des fusils. J'ai un seul fusil, c'est mon verbe. Avec mon verbe, je peux tout faire. Parce que quand on a foi en ses idées, quand on a foi en ses idéaux, on n'a pas besoin d'armes. Je pense qu'avec la masse, on peut tout faire. Mais, et comme les gens ont peur du face-à-face, regardez, de 2002 jusqu'à maintenant, on nous accuse de tous les maux d'Israël. Mais jamais sur les chaînes françaises, là, on nous invite à un débat. Et pourquoi? Mais je ne sais pas. Qu'on ouvre le débat. Que TF1 nous invite. Que TV5 nous invite à un débat. Au lieu d'inviter tout le temps les rebelles qui se pavanent sur les chaînes européennes. C'est une honte que de laisser les rebelles se pavaner sur les chaînes européennes. Juste parce qu'ils ont payé ou parce que vous êtes en complicité. Ce n'est pas juste. Ce qu'on nous a appris à l'école, c'est qu'il y a une voie, il y a un processus à suivre pour arriver au pouvoir. C'est la voie des urnes. Nulle part au monde vous ne trouverez toute une classe, je veux dire homogène, qui est contente en même temps. Vous trouverez toujours des catégories. De ceux qui sont contents, ceux qui sont moins contents, ceux qui sont très en colère. C'est ça qui est la vie. Nous avons été frustrés, nous autres, dans ce pays. Jamais on n'a pris des armes. Sous le régime Bédier, moi j'ai été emprisonné à plus de 8 reprises. Jamais je n'ai pris des armes. C'est quelque part ici, souvent? Quelque part ici, à la sûreté, au sous-sol d'ailleurs. Là? Là, au sous-sol de la sûreté. Je suis passé au moins 3 ou 4 fois. Après, à la direction de la surveillance du territoire. Je suis passé encore là-bas, avant d'aller à la maison de correction d'Abidjan, pour me retrouver vers la fin d'un hôpital où j'étais enchaîné. Mais je veux dire simplement que la voie choisie était une voie à combattre. Et les médias européens, qui par essence sont des médias des pays qui sont enclins à défendre la démocratie, devaient nous soutenir dans cette voie. Même s'il y a des choses à nous reprocher, on ne peut pas faire comme ça sous les yeux des gens qui ont été à l'école, on ne peut pas faire la promotion d'une rébellion. Cela est choquant. Alors Charles, il y a quelque chose qui est anachronique. Tu abandonnes tes études à Manchester et tu regagnes Abidjan et tu lances des mots d'ordre, tu brandis ton torse pour résister, pour repousser la guerre. Tu gagnes quoi dedans? Mais il fallait bien quelqu'un pour... Ce que nous gagnons dedans, c'est notre dignité. Quand la dignité est bafouée, quand on vous piétine et qu'on vous démontre qu'on doit décider à votre place, comme l'ONU doit le faire en ce moment pour la Côte d'Ivoire, en l'absence de la Côte d'Ivoire, on décide pour la Côte d'Ivoire. En l'absence des pays africains, on décide pour l'Afrique. Non. Je crois que c'est pourquoi j'ai laissé mes études à Manchester sans faire de calcul. Parce que je suis arrivé ici le 26 septembre, au moment où les rebelles continuaient de prendre les villes. Mais le 27 septembre, là, Abidjan pourrait être pris. Les environs d'Abidjan pourraient être pris. Mais à ce stade, il n'y a plus de calcul à faire. S'engager pour les autres, c'est s'engager pour soi-même. Voyez-vous, ici, c'est une place qui n'est pas loin du palais présidentiel. Derrière vous, là, vous avez le pont Félix. Oui, là, vous avez le palais présidentiel. Là, vous avez le pont Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny qui est quand même le premier président de ce pays. Ça, c'est le quartier administratif, le plateau. C'est pourquoi nous avons choisi cette place qui est stratégique. Pour montrer aux gens que trop, c'est trop. Hier, c'était le Rwanda, le Congo, le Libéria. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. Mais à qui le tour demain? Il faut que les Africains prennent conscience que chacun doit donner un peu de ce qui lui est cher pour qu'on se donne la main. Et tel que la Chine a bondi
nous pourrons aussi bondir. Pourvu qu'on prenne conscience. Parce que pour lutter contre une injustice, le seul fait même de prendre conscience que c'est une injustice, c'est déjà un pas. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter. Et nous sommes conscients qu'on va nous diaboliser. L'on continuera de nous diaboliser, de nous décourager, pour nous démontrer que nous ne sommes rien, que notre voix n'arrivera nulle part. Mais ils étaient combien à réclamer la destruction du mur de Berlin au début? Aujourd'hui, ce mur est tombé. L'Allemagne est presque le poumon de l'économie de l'Union européenne. Et pourtant, il y a des années, l'Allemagne était divisée et était réduite à rien, néant. On est d'accord. Mais Mandela, on lui a fait croire qu'il ne pouvait rien contre l'apartheid. On l'a mis en prison pendant 27 ans. C'est lui qui a été en prison pendant 27 ans. L'apartheid n'a pas duré 27 ans. Ça a duré plus que ça. C'est un passage obligé. Pourvu qu'on soit conscient que nous pouvons y arriver, nous y arriverons. Et personne n'arrivera à nous détourner, même pas la France. Mais il faut que le président Chirac comprenne que le temps où Paris décidait et qu'Abidjan s'exécutait, ce temps est passé. Il y a une nouvelle génération qui a besoin qu'on tienne compte de cette position. Nous sommes à l'université d'Abidjan et c'est ici, au forum, que le destin politique de Blé Goudé a basculé. Goudé, qu'est-ce qui te rappelle, quel souvenir tu gardes de ce lieu-là? Non, ça c'est bien le forum de l'université d'Abidjan. C'est ici que a eu lieu en 1998, en décembre, le 28 décembre précisément, qu'a eu lieu le congrès de la FESI, congrès auquel j'étais candidat. Et c'est bien ici que les élections ont eu lieu. Et c'est ici que, effectivement, bon, après avoir longtemps milité au sein de la FESI, parce que je le dis toujours, j'ai été apprenti avant d'être chauffeur à la FESI. Et ce jour-là, c'est ici que j'ai pris le volant. Nous étions 5 candidats. Et puis bon, ben, les autres ont fait coalition. Mais nous avons remporté la junte électorale. Et donc, vous comprenez que, en prenant la tête de ce mouvement, je ne savais pas qu'un jour j'allais être à la tête d'un vaste mouvement patriotique qui aujourd'hui fait parler de lui, tant à Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Donc je suis d'accord avec vous que c'est ici que le destin a basculé. Je ne l'avais pas fait pour une promotion personnelle, mais je pensais que c'était le moment que je puisse apporter ma pierre à l'édifice. Quand tu as parlé tout à l'heure d'apprenti, je te prends au mot, avec qui tu as appris? J'ai donc appris avec tout cela. J'étais tout jeune au lycée classique. D'ailleurs, au lycée classique, je ne faisais même pas partie d'un bureau. Donc, UEGN et autres, ils sont venus installer la FESI au lycée classique. Et Aïpo Mastial était le secrétaire général de la FESI dès 90. En 93, il a passé le flambeau à UEGN. Hein. Et puis, UEGN a subi en septembre 94 un putsch qui a été orchestré par Blé Guiraud. Blé Guiraud est l'actuel président de la jeunesse de l'Union pour la démocratie, l'UDPCI. Le parti du général Gueye. Le parti du général Gueye. Il faut préciser que Blé Guiraud auparavant était FPI, mais c'est une question de bourse d'études qu'il n'aurait pas eu de la part du ministère Bailly, ministre FPI sous Gueye Robert, alors que le ministre lui a dit qu'il gérait les affaires courantes. Blé Guiraud s'est fâché et il allait à l'UDPCI. Et après Blé Guiraud, bien entendu, on est allé en congrès en 95. Et puis bon, c'était en février 95 à la cité universitaire de Yopougon. Voilà, au bloc 27, porte 250A. Tu te rappelles comme si c'était... Oui, mais bien sûr, c'est le fait qu'on a vécu. C'est là que Soro Dioum a été élu. Il était face à Damana Pikas, actuel conseiller du président à Finguessan. Et puis bon, moi j'étais le directeur de campagne de Damana Pikas, mais en même temps j'étais le président du congrès. Et puis bon, ben, on a perdu quelques voix après. Et Soro a gagné. Bon, ben, comme il fallait faire bloc autour du secrétaire général élu pour sauver le mouvement qui a connu une saignée, parce qu'il y avait beaucoup de départs en exil des premiers responsables. Et les étudiants avaient commencé à ne pas avoir confiance au mouvement. Il fallait faire bloc. Donc on a fait fi de nos différences. Et puis on a fait bloc autour de Soro. Et puis bon, moi j'étais nommé comme secrétaire de l'organisation. Les autres ont fait partie du bureau. Et puis bon, nous avons commencé à travailler.
jusqu'à 98. Mais il faut le dire, de 95 à 98, que des péripéties. On a connu des emprisonnements par-ci par-là. Vous voyez là, Dibona vient t'inscrire. Et Dibona, Dibona Koné était en son temps le ministre de la Sécurité intérieure sous Henri Konan Bédié, au moment où nous étions dans le bureau national de Soro. Et c'était le ministre avec qui nous avions à partie qui, pour peu, nous faisait arrêter pour nous jeter en prison. Alors, il avait dit que s'il nous était à notre recherche et que s'il nous attrape, il nous mettrait en prison. Vous comprenez? Et donc, les étudiants répliquaient à Dibona, nous aussi, nous sommes en ta recherche. Si on t'attrape, on va t'inscrire à l'université. Et voilà, donc voilà, Dibona vient t'inscrire. Donc, c'était ce que ça voulait dire. Et ça, c'est les écriteaux de 1990 qui sont restés? Non, ça, c'est les écriteaux de 1997 qui sont restés. Et parce que moi, j'ai été arrêté avec les autres camarades le 19 décembre, c'est ça? Non, oui, j'ai été arrêté en décembre 96, je crois bien. Et puis, voilà, Soro nous a rejoint en prison je crois, un mois après. Soro nous a rejoint en prison en janvier par là. Voilà, en janvier, par là, Soro nous a rejoint en prison. Et puis, bon, on a été libéré en février-mars. Voilà. Donc, c'est ça les écriteaux que vous voyez là. À cette époque-là, tu parles de Soro Guillaume, on va parler de lui tout à l'heure. Mais quand lui, il a été arrêté, les étudiants d'alors que vous étiez, vous avez déjà lancé des mots d'ordre pour sa libération. Voilà ce que nous lisons sur le mur. Oui. Et je vous rappelle que moi, j'étais secrétaire à l'organisation en son temps. Et notre secrétaire général avait été arrêté, c'est tout à fait normal. En ce moment, c'était la grande union, c'était la grande solidarité. Et donc, le secrétaire général a été arrêté, tout à fait normal. Nous avons demandé sa libération au pouvoir en place. Bon, ben, moi, je l'ai tout devancé. Hein. Là, j'étais déjà en prison quand les gens réclamaient sa libération. Voilà. Voilà. Et puis, je ne parle pas du Soro d'aujourd'hui, je parle de Soro d'hier, qui avait encore l'idéal. Ouais, d'accord. Et Fessi, la Fessi est un esprit. Oui. Quel est cet esprit qui incarnait la Fessi? Mais c'est un esprit qui était en chaque étudiant, qui luttait pour son mieux-être. La Fessi est un esprit qui répondait à une situation précise. En son temps, le pouvoir avait dissous la Fessi. Le premier ministre d'alors, Alassane Dramane Ouattara, avait dissous la Fessi. Avait dissous la Fessi et notre mandat avait pour objectif la réhabilitation de la Fessi. On nous empêchait de nous réunir. Quand vous êtes 5, 6 devant une chambre d'étudiants, le ministre Wassena Koné, qui en son temps aussi était ministre de la Sécurité intérieure, vous demande immédiatement de vous disperser et d'aller dormir. On nous obligeait à aller dormir parce que pour eux, tout le groupement était illégal. Même devant nos chambres à l'université. Vous comprenez? Donc nous nous battions pour la réhabilitation de ce mouvement. Donc on disait à tout le monde que ce n'est pas une loi qui fait la Fessi. La Fessi est un esprit et existe en chaque étudiant. Même on nous empêchait de nous réunir, mais les délégués d'amphi qu'on élisait pour qu'ils puissent contourner la Fessi et discuter avec le pouvoir, tous ces délégués, pour la plupart, se réclamaient de la Fessi. Et donc la Fessi est un esprit, c'est ce que ça veut dire. On ne dissout pas un esprit, on ne tue pas un esprit. Voilà. Comment tu expliques la déviation drastique de Soro Guillaume qui aujourd'hui, par la fin des choses, a contraint le pays, la Côte d'Ivoire, à une division? Je vais vous montrer là où je me suis entretenu avec Soro, pendant que le congrès avait lieu ici. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui... Tu as du mal, hein? Ouais, j'ai du mal à comprendre ce que Bogota... J'ai du mal à comprendre ce que Bogota a fait au pays. J'ai du mal à comprendre. Et je ne veux même pas parler mal de lui. Parce qu'on a vécu tellement de choses ensemble. Et tellement de choses graves, difficiles à supporter, que lui et les autres camarades de nous avons supporté. Mais là, nous avions la frange la plus dangereuse de la population sur notre coupole. La plus active.
les élèves, les étudiants. On n'a pas pris les armes. Et pourtant, on pouvait le faire. Je m'étais dit que c'était par l'éducation qu'on ne l'a pas fait. Alors, sous Gbagbo, je ne sais pas ce que Soro a vécu sous Gbagbo. Gbagbo ne l'a pas mis en prison, il n'a rien fait. Les autres régimes, ils savaient comment ces régimes étaient antidémocratiques. Mais là, où le pays était en train de prendre son envol pour le développement, la Côte d'Ivoire est coupée en deux, et par la faute d'un ami à nous, d'un camarade de lutte à nous. Je souhaite seulement que Dieu l'inspire pour qu'il sorte de là, pour que la Côte d'Ivoire retrouve l'entièreté de son territoire. Et pour la première fois, c'est ici qu'on s'est entretenu, parce que le Congrès était sous tension. Soro avait pour dauphin qui voulait mettre à la tête de la fête, Karamoko Yayoro. Et moi, je n'avais pas son soutien, Soro. Karamoko Yayoro, aujourd'hui, l'actuel secrétaire général, l'actuel secrétaire national de la jeunesse du RDR. Et c'était ici. Et en ce moment, le Congrès était sous tension. Les élèves voulaient m'élire. Soro a fait couper l'électricité. A volé Sivanus, aujourd'hui en Angleterre. Et quand il a vu que la tension montait, comme j'étais le secrétaire de l'organisation, il savait bien qu'il maîtrisait les bases. Donc, c'est pas derrière ici que les conciliabules ont eu lieu, là. Il m'a dit, Blé, il m'appelait le génie. Le génie, il faut que tu me sauves de cette situation. Évite que je sois humilié en partant de la tête de la fessée. Et de Bogota, j'ai compris. Mais demande aux gens de rétablir l'électricité. Et on a saisi les structures d'université qui étaient là. Le SINARES, c'est le syndicat des enseignants du supérieur, la LIDO, hein, la Ligue des droits de l'homme, le MIFED, le mouvement ivoirien des femmes démocrates, qui nous ont réunis, ont demandé que le Congrès, Soro demande que le Congrès soit reporté. Il fallait mon avis. Je dis, je suis d'accord, il demande le secrétaire général. Je lui ai facilité la tâche pour qu'il sorte. Il m'a dit, quelle date vous proposez? Il dit, non, c'est le secrétaire général, selon les textes, c'est lui qui fixe les dates. Et donc, moi, j'adhère à ce qu'il va dire. Voilà ici, c'est ici que nous avons parlé. Et que nous avons décidé d'une nouvelle date. Donc, je vois, quand on a vécu toutes ces choses-là, aujourd'hui, quelles que soient les raisons qui vont être évoquées par mon ami d'hier, je ne sais pas s'il réussira à faire oublier toutes ces femmes dont les enfants ont été tués devant elle, à tous ces hommes qui ont vu les femmes éventrées, à tous ces orphelins, tout ce retard que ce soit. Pourquoi? Pour un fauteuil présidentiel. Parce qu'en définitive, c'est ça. Je n'ai plus vu l'idéal. Je pourrais comprendre qu'on a dit que le Nord est exclu. Mais en définitive, cette guerre, qu'est-ce qu'elle a apporté à Korogo, qui est du nord de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle a apporté à toute cette région du nord de mon pays? Au contraire, la rébellion a retardé 5 fois, 6 fois le développement au nord. Plus personne ne veut aller y investir. Moi, je veux qu'on libère mes parents du nord. Parce qu'aujourd'hui, les paysans du nord ne peuvent pas aller au champ. Les bêtes sont tuées par les rebelles, mangées gratuitement. Le coton est vendu dans les pays limitrophes. Qu'est-ce que c'est que cela? On ne peut pas vouloir sauver ses parents et les réduire à la pauvreté. Les écoles sont détruites, les hôpitaux sont détruits. Et tout cela par la faute d'un ami. Moi, je pense que cette responsabilité est trop lourde pour lui. Je voudrais dire que ceux avec qui il parle, que ce soit le président français, que ce soit le secrétaire général de l'ONU, et que ce soit les autres chefs d'État africains, c'est un leurre qu'on le sert. Qui se rappelle Savimbi. Savimbi gérait une zone démontifère. Il avait le soutien de toutes ces personnalités. Il est mort comme un englouti. Voilà Charles Taylor qui a régné dans le sang sur le Libéria. Le voilà au mains de la justice aujourd'hui. Aucune rébellion n'a réellement jamais pu diriger pendant longtemps un pays, même s'il s'en part du pays. Même si elle s'en part du pays. Voilà comment Kabila est venu par la rébellion. On ne sait pas aujourd'hui qui a tué Kabila. Et quand je vois un ami dans une telle situation, soit ses alliés extérieurs qui, à un certain moment, le prennent comme un danger parce qu'il sait beaucoup sur ce qu'ils ont fait ensemble, il risque de l'éliminer. Soit son maître, Ouattara, qui le prendra pour rival à un moment donné parce qu'il a la même base sociologique, risque de l'éliminer. Soit un petit soldat à qui il a promis moins et merveille pour leur dire prenez les armes et dans ceci n'ont pas pu atteindre leur objectif, pour l'éliminer. Mais il a encore le temps de sortir de là. Parce qu'en définitive, qu'est-ce que ces gens veulent? Voilà un peu ma pensée là-dessus. J'ai plutôt un pincement au cœur pour lui et j'ai pris pour lui. Mais je n'ai pas de revanche, je n'ai pas de
voilà. Alors ici, c'est un lieu symbolique où pour la première fois, vous êtes entretenu discrètement. Et aujourd'hui, si Soro te regarde, là, Soro en train de te regarder, est-ce que tu penses qu'en déposant les armes, il aura la vie sauve? Moi, je connais l'Ivoirien. Je connais l'Ivoirien. L'Ivoirien pardonne vite, pourvu qu'on lui demande pardon. Vous savez, Soro lui-même l'a dit un jour ici, au forum. Il a dit, la valeur du pardon se mesure à la gravité de l'acte pardonné. Cela veut dire que quand vous commettez une petite faute, même une erreur, qu'on vous pardonne, vous savez, mais quand vous avez tué, que l'on vous a pardonné, celui qui vous a pardonné donne de la valeur à ce pardon. Les Ivoiriens sont prêts à pardonner. Pourvu que ceux qui ont commis ces bavures, ceux qui ont commis ces crimes, crimes économiques, crimes politiques, crimes humains, puissent eux-mêmes se rendre compte qu'ils ont fait des bêtises et qu'ils demandent pardon à leurs frères et qui ouvrent le pays tout entier à la circulation des personnes et des biens. Et quand on se rétracte sur une région, non seulement on rétracte la région, on retarde les gens de la région, mais on retarde tout le pays. Pourquoi? Pour un individu. Je pense que c'est dangereux. C'est pourquoi moi je voulais rassurer les uns et les autres que nous savons pardonner. Qui a cru un seul instant que les Ivoiriens allaient accepter la candidature de M. Ouattara? Quand de 1993 jusqu'en 2004 et quelques, jusqu'en 2005, alors qu'on a bédié toute ton équipe, on fait croire aux Ivoiriens que la source de leurs problèmes était M. Ouattara. Donc Gbagbo a résolu un problème que Bédi a créé. Les Ivoiriens ont accepté. Ils ont accepté. Qui pouvait penser que les Ivoiriens pouvaient accepter des rebelles dans un gouvernement? Ils l'ont accepté. Ça veut dire que si l'on demande pardon, que si l'on a une attitude de quelqu'un qui veut changer, les Ivoiriens peuvent pardonner. Voilà. Donc la politique, on fait ça pour les hommes, on fait pas ça pour les cadavres. Je ne suis pas d'accord que des Dida poursuivent des Djoula, que des Djoula poursuivent des Dida. Ça ne peut pas amener quelqu'un quelque part. C'est un message précis et net que je voulais apporter. Je dirais ce qui ne me plaît pas chez Alassane. Je dirais ce qui ne me plaît pas chez Bédi. Et celui qui est en face de moi me dira aussi ce qui ne me plaît pas de Gbagbo. Et le football? Le foot, toujours? Oui, je joue tous les samedis, je joue au football. Tous les samedis, je joue au football. À Yopougon, qui est un quartier populaire d'Abidjan, où mes amis et moi, on se retrouve au sein d'un club qui est le Solidarité Maracana Club de Yopougon. Donc c'est comme ça que nous jouons, parce qu'il faut maintenir la forme. Tu as vu l'échauffement, ça c'est important. C'est cette Côte d'Ivoire là que nous voulons. Vous voyez là, il y a des jeunes Doula, des jeunes Baoulé, des jeunes Gourou, des jeunes Bété, des jeunes Akan. En fait, c'est notre génération qui est là. Ouais, là, parmi eux, vous avez des gens de tout rang social, vous avez des médecins, des policiers, enfin tout le monde. On joue ensemble ici, sans tenir compte de quelques divergences politiques que ce soit. Quand je viens ici, je ne demande pas à qui que ce soit de me suivre dans les positions politiques. Mais bien entendu, à force de jouer ensemble, il y a des affinités se créent. Et quel que soit ton bon politique, quand l'autre est en danger, tu es obligé de le secourir. C'est ça que nous voulons pour demain. Nous sommes à Yopougon, au quartier groupement foncier. Voilà. C'est le quartier millionnaire, c'est le quartier qui est millionnaire, mais ce n'est pas ceux qui habitent ici qui sont les millionnaires. Voilà. Donc c'est un quartier populaire, je préfère habiter ici.
Une maison qui ici coûte, quand on l'a louée par mois, coûte 3-4 fois moins cher qu'une maison qui est dans un quartier chic comme Cocody ou Riviera. Donc j'ai préféré rester ici, dans la masse, quoi. Voilà. Il faut lancer entre Bangolo. Tu laisses entrer Bangolo et puis le président du Parlement de CDC. Voilà. Hein? J'ai dit de faire venir Bangolo puis le président du Parlement de CDC. Ouais, il n'aura venu. Dis-moi exactement à quoi tu pensais. C'est pas la légende, hein, au loin la liberté, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu confies à la mère en ce moment précis là? Oh. C'est un pacte. Mais là, je veux dire, vous voyez la mer? Oui. Quand on voit l'horizon, c'est difficile d'arriver de l'autre côté. Quand je dis au loin la liberté, la mer, c'est toutes ces vagues, nager, on peut même se noyer. Mais un jour, quand on arrive de l'autre côté, je pense que... Et c'est difficile d'y arriver. Ça symbolise tout le combat que nous menons. Parce qu'au loin la liberté. Mais avant d'arriver à la liberté, vous voyez toutes ces embûches, ces difficultés, ces entraves que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Donc c'est à ça que je pensais, pour montrer à notre génération que rien n'est facile. Et c'est cela qu'on apprend. C'est dans la difficulté que grandit le fromager. Deux généraux. Non. Le général Mangou et puis le général Blé Goudé. Non. Un général et un jeune homme. Vous avez bien dit, on a écrit Charles Blé Goudé, chef de l'Alliance patriotique, et le général Philippe Mangou. On n'a pas écrit le général Blé Goudé et. Non, chacun connaît sa place. Je crois non. Moi, je suis pas... Quand tu as ce niveau, tu te fais appeler président, chef de l'Alliance patriotique. Voilà, parce que là, il faut faire attention. Là, on est dans une caserne. Là, on est dans une caserne. Et ici, à côté du général, voilà, un homme d'honneur, Philippe Mangou. On est allé le voir à la veille du match Côte d'Ivoire-Cameroun. Vous savez, Tchoko, on va gagner. Voilà. Et vous avez perdu? On a perdu momentanément parce que notre temps n'était pas le temps de Dieu. Et après, on a gagné. Alors, quand tu te retrouves avec le général Mangou, vous parlez de quoi? mais, de quoi pouvons-nous bien parler, à votre avis? Stratégie. Mais je ne suis pas militaire, donc je ne peux pas parler de stratégie avec un militaire. Lui non plus n'est pas politique, donc il ne peut pas parler de politique avec moi. On cause simplement. De quoi? Oh, de beaucoup de choses. Moi, je l'apprécie beaucoup. Il était tout jeune colonel-major. Et puis, il dirigeait les opérations militaires après les Yamoussoukro. On s'est surtout rapproché à partir de l'opération Dignité. Vous voyez, parce que là-bas, il était là-bas quand les militaires français lançaient les obus sur la région du chef de l'État, où il était là-bas. Bon, vous savez, ça nous a beaucoup rapprochés. Parce que d'ici, nous avons aussi réagi. Ça nous a beaucoup rapprochés. Voilà. Mais je vois une horloge. Monsieur Blé Goudé, Charles, président du COGEP. Tu n'as pas l'impression que les gens sont en train de t'inciter à faire le culte de la personnalité? Pourquoi? Mais partout ton nom, Charles Blé Goudé, c'est pas... Mais il faut leur demander de ne plus dire mon nom. C'est pas moi qui dois... Puisque ça te plaît. Moi, je vous ai une fois dit que ça me plaît. Mais quand on dit général, et puis bon, les gens, tout à l'heure c'est comme ça. C'est le signe du combat, ça, ici. Mais ça, c'est pas ma faute. Je ne paye pas des gens, je ne les incite pas à m'appeler général. Vous savez, si tu passes tout ton temps à couper les bois, tu deviens un bon bicheron. Si tu passes tout ton temps à faire des textes, tu deviens un bon philosophe, un bon écrivain. Quand tu passes tout ton temps à organiser les gens, à les sortir des dangers quand il faut, à les rassurer quand il faut. Mais partout, tu vois, c'est les hurrahs. Les gens, ils t'apprécient. Je dis que je n'ai pas envie d'être étranger à ma génération. Et c'est un combat que nous menons, mes amis et moi. Ça ne m'énerve pas du tout, hein, mais je ne demande pas ça. Voilà. C'est pas ça qui est l'essentiel. Au contraire, ça vous montre que vous avez une lourde responsabilité. Parce que les gens qui vous applaudissent ou qui vous appellent général, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Il y a quelque chose qu'ils attendent en retour de vous. C'est une lourde responsabilité. Voilà. D'ailleurs, on peut penser que c'est beau, mais c'est un lourd fardeau que je ne peux pas conseiller à quelqu'un. C'est pas vrai. Mais non, c'est un lourd fardeau que moi je ne peux pas conseiller à quelqu'un. Si j'avais à recommencer ma vie, je n'aurais pas choisi cette voie-là. Il m'arrive souvent de vouloir être avocat. Oui, ça c'est pas faux. Un jeune avocat,
vous savez, qui n'est pas public, mais qui défend bien le dossier. Ou alors, un petit vendeur d'orange quelque part là-bas, qui n'a pas de soucis et qui est dans son coin. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui, notre vie est au rythme de la situation politique. Voilà. Même là, dans ta décontraction, tu dois recevoir d'un moment à l'autre certains de tes responsables. Oui, là, je dois recevoir le camarade Bangolo. Il est où? Vous êtes venu voir le général, c'est pourquoi? Moi, je suis un sous-métier du général, donc je suis toujours là. Il m'inspire dans la lutte, donc c'est mon idole, je suis toujours là. Mais spécialement aujourd'hui, c'est de quoi vous allez parler? Là, c'est un autre problème, ça c'est entre nous. Je suis venu prendre quelques conseils pour continuer sur le terrain. Conseils par rapport à quoi? C'est un autre indicateur dans la lutte. Donc des conseils par rapport à la lutte, par rapport aux jours à venir. Puisque ce n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qui n'est pas terminé? La lutte, on continue. La liberté, on n'a pas encore eu. Vous savez, nous on recherche la liberté. Il faut rechercher la paix. Mais nous on recherche la liberté. Parce que la liberté a pour complément d'objet direct la paix. Et donc c'est cette liberté-là que nous recherchons. Et pourquoi tu es ça? Non, mais je le connais. Vous savez, c'est un homme de proverbes. Tout le monde le connaît pour ça. C'est un homme de proverbes. Il n'a pas envie d'exploser. On doit s'entretenir tout à l'heure pour d'autres petits problèmes internes et des trucs, c'est tout. Vous venez d'où? Je suis à Yopougon. Mais pourquoi il a dit Bangolo? C'est son nom. Bangolo, c'est le gouverneur Oué. C'est quoi? Vous savez que dans le Parlement et Agora, il y a toujours ces petits trucs-là, vous savez, qui donnent un plus à la lutte. Hein? C'est un jeune guerrier, non? Donc, le gouverneur Oué. Il est le gouverneur Oué. Vous voyez, comme vous pouvez trouver quelque part d'autre, un jeune qui est à la Sorbonne qu'on appelle le baoulé de la deuxième génération. Vous savez, qui trouve que la première génération est trop tribaliste. Donc eux, ils vont révolutionner. Donc on l'appelle le baoulé de la deuxième génération. Vous voyez. Vous allez trouver un autre qui va s'appeler le dépositaire et le propriétaire exclusif du Zatamaï. On dit paraît que le Zatamaï, c'est un piège Yakuba qui ne rate jamais. Donc, et puis bon, lui, c'est Dick Betry, c'est le président du Parlement de Yopougon d'ici. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Bon, je suis juste passé pour saluer le général, parce qu'hier, malgré ses multiples occupations, on l'avait invité sur notre espace. Il a profité de réexpliquer encore la résolution qu'ils ont prise contre la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, au-delà des actions politiques qu'il mène, il faut le dire, malgré sa modestie en souffrir, tous ceux qui le côtoient, quand ils ont un problème, ils se penchent un peu là-dessus. Il faut dire que l'objet réel de ma visite ce matin, c'est qu'il y a l'un de mes éléments chargés de la sécurité qui est très mal en point. Et hier, après le meeting qui est fini tard à 22 h, il est allé jusqu'à chez lui à la maison. Il a vu son état, alors il m'a demandé de passer, ne serait-ce que de l'aider un peu pour régler quelques ordonnances. Aujourd'hui, comment il va? Oh, il va un peu mieux. De toute façon, hier, quand le général s'est déplacé, aller jusqu'à là où il dort, ça l'a vraiment réconforté. Et c'est ce qu'on veut. Un leader, c'est celui qui est à côté de la population. C'est celui-là qui va jusque dans le sucre au bois, les gens qu'il fait sortir là. Quand ils ont un problème, c'est celui-là qui va à côté d'eux. Et ça, je pense que ça l'a marqué hier et ça l'a réconforté. Nous sommes au centre hospitalier universitaire de Trècheville. Général, que te rappelle ce lieu? Bien, merci. C'est un lieu qu'on aurait jugé ordinaire. Un lieu où les malades se retrouvent pour être soignés. Moi-même ayant été soigné ici à plusieurs reprises. Mais particulièrement, quand je me réfère à l'année 99, ce lieu me rappelle un souvenir triste, qui me révolte même par moments. Parce que c'est ici qu'en septembre 1999, j'ai été enchaîné dans mon lit d'hôpital, malade, en prison. J'étais donc pour l'histoire emprisonné à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. La MACA. La MACA.
J'y suis tombé malade suite au sévice corporel que m'avait fait subir le régime Bédié. J'ai été évacué ici, au CHU de Treichville. Et puis, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Le médecin m'a mis sous somnifère. Et puis, à mon réveil, je bouge mon pied ne bouge pas. Je ne savais pas trop ce qui se passait, je pensais que c'était un rêve. Je me réveille effectivement, mon pied était enchaîné. Une chaîne rouillée en plus, on ne me respecte pas. Même si ce qu'on ne fait pas normal. Donc, c'est un lieu triste. Bon, à la suite de cela, j'ai eu plusieurs visites de personnalités par-ci par-là. Quand la photo a été publiée à la une de plusieurs journaux qui dénonçaient ce que je subissais en prison. Voilà, c'était ça le régime Bédié, quoi. Qu'est-ce que tu as dû faire au président Bédié d'alors pour qu'étant malade, il aille t'enchaîner dans ton lit d'hôpital? Mais je suis encore à m'interroger. Parce qu'à la réalité, même n'étant pas malade, on ne peut pas enchaîner une jeunesse. Enchaîner la jeunesse, c'est enchaîner l'avenir. Ce que les étudiants réclamaient à cette époque, c'était seulement des conditions de vie meilleures, des conditions d'études meilleures. Quand on est 8, 9, 10 dans une chambre, on ne pouvait que réclamer des meilleures conditions de vie et d'études. Mais le pouvoir Bédié nous assimilait à des bras séculiers de l'opposition en son temps. Et donc, quand l'opposition a maille à partir avec le pouvoir se rabat sur nous. Donc, Anou Konan Bédié, sous lui, j'ai été emprisonné avec mes amis, mais moi particulièrement, j'ai été emprisonné à près de 8 fois, à 8 reprises. Et s'il vous plaît, on ne me conduisait pas directement dans une prison civile. On était détenu au secret, à la DST, à la direction de la surveillance du territoire. Où on était détenu au secret, où on nous battait nuit et jour. De la DST, on nous amenait à l'école de police pour améliorer un peu notre régime. Et on était là. En 1994, on a fait la formation avec les policiers pendant près d'un mois. Et puis après, on nous conduisait dans une mascarade de justice. Et ce sont ces gens-là qui veulent venir au pouvoir. Revenus au pouvoir pour apporter quoi de nouveau? Pour apporter les vieilles pratiques. C'est ceux-là qui se comprennent aujourd'hui comme les champions de la démocratie, comme les promoteurs de la démocratie. Mais les gens ne les connaissent pas. Ce sont des dictateurs nés. Vous comprenez? Vous entrez n'importe quel étudiant aujourd'hui, bien entendu, à part Soro qui est devenu leur nouvel ami, mais ils savent très bien que c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Que cette génération arrive au pouvoir, mais ils vont retarder le pays, ils vont retarder la liberté. Henri Konan Bédié, je ne lui ai vu pas en tant qu'individu. Ses pratiques, il n'aimait pas discuter. Il n'aimait pas discuter. Dès que vous acclenchez un mouvement, on vous arrête, on vous met en prison. On vous menace. On met la police à vos trousses. Ma tête était mise à prix ici. À travers tous les carrefours. À la télévision, tout le monde savait comment rechercher Abidjan. Mais pourquoi? Il n'avait pas tué. Alassane Dramane Ouattara étant Premier ministre d'alors, comment tu l'as connu? Et explique-nous sa tentative de corruption. L'argent que tu allais chercher chez lui, il faut que tu expliques ça aux téléspectateurs qui te regardent aujourd'hui. Oh, vous savez, ces gens-là sont des bluffeurs. Et ils connaissent mal notre génération. Par la faute de certains d'entre nous qui ont mordu à la maison. Tu dois leur faire croire qu'il suffit de distribuer des billets de banque et on a la jeunesse avec soi. Non. Notre génération est une génération consciente. Une génération mature. Qui sait bien ce qu'elle veut. Parce qu'elle sait d'où elle vient et elle sait où elle va. Notre génération veut prendre part au débat politique. Notre génération veut qu'on associe aux prises de décisions engageant son avenir. Malheureusement, on a eu cette vieille classe politique qui pense que tout se réduit à l'argent. Quand Ouattara déclare dans les journaux qu'il a donné de l'argent à Blé Goudé, mais pourquoi? Pour quelle mission? Qu'ils le disent. Qu'ils le disent, il passe jusqu'au bout. Veut-il dire alors qu'il est un corrupteur? Ce qui est dangereux pour lui et son parti. Il a tenté de récupérer la FESI, il a échoué. Ceux qu'il a utilisés pour récupérer la FESI, il les a armés aujourd'hui avec des fusils, c'est eux qui endeuillent la Côte d'Ivoire. Tel qu'il les a armés avec des machettes pour m'enlever au pouvoir la FESI, ils ont échoué, ils ont fait un petit pas de la machette au fusil. Ah donc la machette c'était une simulation de... Mais bien sûr que à l'approche des élections de l'an 2000, il fallait avoir la FESI avec soi pour avoir sous sa coupole les élèves et les étudiants.
C'est une bataille qui a été engagée contre moi. Puisque je n'ai pas voulu rouler, ils ont dit, à défaut d'avoir le bateau, il faut le faire chavirer. Ils n'ont pas eu le bateau, ils ont tenté de le faire chavirer. En diabolisant ce mouvement, on m'a même surnommé un moment blé la machette. Eux qui ont pris les machettes pour venir m'agresser, c'est le même schéma. Tel qu'ils ont agressé la Côte d'Ivoire aujourd'hui à les fusils. C'est qu'aujourd'hui, ils accusent le président Gbagbo d'être à la base du malheur de la Côte d'Ivoire. C'est de la même manière, ils m'ont attaqué avec les machettes, ils m'ont traîné de l'université, du forum, de l'Amphi-Léon Robert, jusqu'à près d'1 kilomètre. Ils me font tuer. Les étudiants sont interposés, ils me rappellent très bien. Nous étions en mai de l'an 2000. Vous comprenez? C'est la même chose qu'ils ont fait avec Gbagbo. Donc c'est ce qui explique cela. Et ce sont ces individus-là qui, pour peu, ont recours à la violence. Pour peu, ont recours aux armes. Parce qu'ils parlent de frustration. Mais nous sommes les symboles de la frustration. Le président Gbagbo en tête. Moi aussi. Y a-t-il une frustration plus grave que quelqu'un qui est malade, emprisonné, enchaîné dans son lit d'hôpital? Y a-t-il une frustration plus grave que quelqu'un qui a arrêté, sa femme a arrêté, ses enfants arrêtés, son village martyrisé? Mais attends, mais arrêtons. Qu'est-ce que Gbagbo a fait sur Ouattara Abédié? Rien, au contraire, là, dans les honneurs. En retour, là, on fait le fusil. C'est une telle classe qui est venue au pouvoir. Mais il faut faire plaisir à Jacques Chirac et à sa clique. C'est tout. L'Afrique nouvelle doit se lever. L'Afrique nouvelle doit se réveiller. Alors, merci. Et Gbagbo, comment tu l'as rencontré, le président Gbagbo aujourd'hui? Comment tu l'as rencontré? Dans quelles circonstances vous avez fait connaissance? Mais il faut l'avouer, c'est Soro Guillaume pour la première fois m'a présenté le président Gbagbo. Nous étions en 98, à la veille du congrès de la FECI. Pour Soro Guillaume voulait faire que le président Gbagbo fasse pression sur moi pour que je me retire la candidature. Tu ne le connaissais pas du tout? Je ne le connaissais pas du tout, j'attendais parler de lui comme tout le monde, je le voyais dans les meetings, dans les grands meetings. Puisque tout étudiant, pour trouver une solution à sa faim et à ses problèmes, aimait bien aller écouter le président Gbagbo en ce temps. C'était notre juge. Donc je le connaissais comme tout le monde, mais pour la première fois qu'on nous sommes retrouvés face à face, c'est Soro qui l'avait fait. Mais ce n'était pas pour qu'on boive du thé, c'était pour qu'on fasse pression sur moi. Ce que j'ai refusé. Et depuis ce monsieur, j'ai appris à l'apprécier et à adhérer à ses idées. Il nous a éduqués avec ses discours, avec ses écrits, avec la publication de ses œuvres, avec sa constance dans le combat. Jamais monsieur n'a voulu se laisser compromettre. Bien qu'elle n'était pas riche, il nous a démontré que la fatalité n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas une fatalité. Qu'on peut partir de rien pour arriver au sommet de l'État. Fils des pauvres, quand on a foi en ses idées, on peut arriver loin. Il nous représente, nous, la modeste classe. Quand tu parles de la pauvreté au sommet, et aujourd'hui il est au sommet, tu continues de l'idolâtrer, tu continues de le soutenir. Et c'est pour ça qu'il te donne les gros sous pour que tu manifestes violemment dans les rues, que tu prennes. Vous ne connaissez pas Gbagbo. Vous ne connaissez pas Gbagbo. Tu n'es pas manipulé? Gbagbo n'est pas un distributeur automatique. Vous ne connaissez pas Gbagbo. Les gens ont eu affaire à une classe politique ancienne qui a eu des pratiques et qui distribue de l'argent n'importe comment. Non, Gbagbo il éduque. Vous pouvez demander de l'argent à Gbagbo, peut-être qu'il peut vous en donner. Une fois, deux fois, mais il n'aura plus de considération pour vous. Parce que pour lui, l'essentiel n'est pas l'argent. L'argent est un moyen, mais l'argent n'est pas une fin en soi. Donc il faut faire attention quand on fréquente Gbagbo. Il juge chacun selon les actes que chacun pose. Lui-même, jette un regard sur son parcours. Les gens ne connaissent pas Gbagbo. Ce n'est pas juste. Supposons comment Gbagbo me donne l'argent. Veut-on dire que Gbagbo donne de l'argent à tous ces millions d'Ivoiriens qui sont dans la rue? Mais puisque toi tu es le leader, c'est toi qui entraîne la foule. Oui. Il faut bien qu'il t'engraisse. Alors, Gbagbo m'a-t-il payé pour que je quitte l'Angleterre pour venir dans un pays en feu où des armes crépitent? Peut-on payer quelqu'un pour qu'il meure? Et que faut-il faire de l'argent qu'on lui a donné après? C'est un sérieux. Non. Je pense que Gbagbo est le flambeau de la Côte d'Ivoire. Tel que Lumumba a voulu sauver l'Afrique. Tel que Sankara a voulu sauver l'Afrique. Et que ces gens ont été tués par l'impérialisme. Je pense que Gbagbo est arrivé à un moment où il fallait. Il faut le soutenir parce que sa conclusion sera notre introduction.
Si Gbagbo échoue, l'Afrique pourra échouer. Regardez la crise ivoirienne. C'est comme si nous nous retrouvons dans les années 56, où l'Algérie a combattu pour avoir son indépendance réelle. Et cela a influencé par effet de contagion les autres États africains qui ont réclamé leur indépendance et qui étaient dans les années 60. Aujourd'hui, que les Ivoiriens se libèrent par eux-mêmes, par leur combat, c'est dangereux pour la France. C'est trop beau pour être vrai, général. Aucun financement, mais de quoi tu tires tes sources financières pour entretenir tout ce monde-là? Quand il y a eu la rébellion, depuis 4 ans, ce peuple la résiste. Notre peuple a déjà relâché. Mais c'est parce que le peuple sait qu'il y a un lien fort. Ils ont eu Gbagbo souffrir, ils ont vu en l'œuvre. Ils savent ce qu'ils projettent pour eux. Les paysans gèrent leur cacao eux-mêmes aujourd'hui. L'assurance maladie universelle qu'il avait pour les gens savaient que leur quotidien allait changer. Parce que le changement doit se ressentir dans l'assiette de chaque Ivoirien, dans sa santé, dans son éducation. Les gens se disent, avec ce monsieur, on peut aller loin. Le peuple a besoin d'un leader pour le guider. Ce lien fort entre nous et le peuple, il existe. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tel que Thomas Sankara avait conçu les CDR, c'est-à-dire le comité de défense de la révolution. Ici, vous avez les Agora et le Parlement de Côte d'Ivoire, qui sont des espaces de libre expression à travers lesquels le message est véhiculé, où le peuple vient s'informer tous les soirs. Je pense que ce lien existe. En ce qui nous concerne, pour avoir dirigé les étudiants pendant un bon moment, tout ce monde-là nous a vu aller. Moi, j'ai été emprisonné 8 fois. Donc, ils savent qu'avec ce monsieur, on peut aller loin. C'est pourquoi vous pouvez mettre quelqu'un d'autre à ma place. C'est difficile qu'il mobilise toutes ces masses-là. Le peuple a besoin d'un leader en qui il a confiance pour avancer. Je vous invite à aller dans un des Agora. Vous verrez que sans même les avertir, nous allons y trouver du monde. Bon, on y va. Aujourd'hui, après Abuja, Addis Abeba, le monde entier regarde l'Afrique. Et quand on est africain, on n'est pas fier. Le spectacle est désolant. La plupart des chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine qui sont venus au chevet de la Côte d'Ivoire ont montré qu'ils ne sont pas prêts à se comporter en peuple et en dirigeants indépendants. Ils viennent au service de la France qui veut continuer de maintenir le continent, tout un continent, le continent noir, sous sa tutelle. Voilà l'image. Quelle leçon les deux réunions nous donnent? Elles nous donnent, après avoir franchi 400 ans d'esclavage, 200 ans de colonialisme, d'impérialisme, elles nous donnent l'image d'un continent qui aime l'esclavage, qui aime la colonisation et qui aime l'impérialisme. Voilà ça. Par rapport à la France, quelle leçon nous retirons? La France veut l'avant-garde des droits de l'homme et des libertés. La France veut l'avant-garde du respect de la souveraineté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quand on dit quels sont les peuples libres de la terre, la France est devant. Mais en même temps, elle revendique son impérialisme. Et regardez, Antoine Glaser, le directeur de publication de la lettre du continent, sur TV5, après Addis Abeba, Chirac a perdu la bataille. La France a perdu l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Ah! Donc l'Afrique et la Côte d'Ivoire étaient la propriété de la France alors. Donc ce n'est pas la rébellion de Soro qui combat Gbagbo, c'est Chirac alors. La France reconnaît qu'elle est celle qui fait la guerre à la Côte d'Ivoire par l'interposition de la rébellion. C'est une fierté pour nous, parce que la France fait l'aveu à travers ses politologues et ses analyses politiques que c'est elle qui attaque la Côte d'Ivoire. Je vous ai laissé le temps de suivre ce documentaire. Que puis-je, dans ce rouleau compresseur de l'injustice lancée contre l'Afrique, dont malheureusement le président Gbagbo Laurent, le ministre Blé Goudé et tous ceux qui ont côtoyé le président Gbagbo subissent aujourd'hui? Ce pays, ma part de vérité. Je me nomme témoin 0057, peu importe. Mais à partir de ce que vous venez de voir, je vous demande vous-même
de faire votre opinion. Est-ce que Blé Goudé, Gbagbo Laurent mérite un tel sort? Je vous remercie.